Bonjour à tous, bonjour à toutes et bienvenue à ceux qui nous accompagnent ici sur le campus Altis en ce début d'après-midi. On est content de vous retrouver avec nous, vraiment, en présentiel, comme on dit. Bonjour Marc-Olivier. Bonjour Hervé, ça nous rappelle des bons souvenirs. C'est notre première émission en duo. Mais ce n'est pas la dernière. Sans doute. On verra ça en tout cas. Sur le plateau des grandes gueules. Peut-être pour les prochaines saisons. En tout cas, bienvenue à toutes et à tous. Et cet après-midi, dans quelques minutes, Marc-Olivier et ses équipes vont vous présenter en détail une grille séduisante et ambitieuse de BFM TV pour une saison qui s'annonce évidemment passionnante et exceptionnelle. Pour ma part, je voudrais avant tout vous parler de l'univers BFM, puisque BFM TV, c'est une grande chaîne, la première marque d'information en France. Mais BFM, c'est aussi un univers qui ne cesse de grandir, qui ne cesse de se développer au fil des années. Cet univers, le voici sur l'écran, avec aujourd'hui d'abord, aux côtés de la grande chaîne d'information, 8 chaînes locales. L'an dernier, à la même époque, nous étions à 4 chaînes, aujourd'hui 8, et ce sera très certainement bientôt une dizaine de chaînes locales qui essaiment sur le territoire français. Et pour BFM TV, eh bien, c'est aux côtés des 200 journalistes de BFM TV, bientôt près de 150 journalistes des chaînes locales qui viennent travailler avec les journalistes de BFM TV sur des enquêtes, sur des témoignages, sur du reportage. Les uns travaillent pour les autres. La marque BFM ne fait qu'un sur le terrain, et au moment où d'autres peut-être se recentrent plus sur le débat, l'opinion, le plateau, eh bien BFM TV crée des postes, BFM crée des postes de journalistes en France, 200 journalistes pour BFM TV et donc près de 150 journalistes pour nos chaînes locales. Elles ont bien sûr leur existence intrinsèque de service, de proximité, mais je le disais, tout le monde travaille ensemble. Et l'univers BFM, c'est un seul. BFM, c'est aussi BFM Business, l'expertise économique et financière, une radio, une télévision, du digital. Et BFM Business, une expertise, les doses, le Chypre, Chevrillon, Jacubizine, Closier, qui enrichissent aussi chaque jour de leur expertise l'antenne de BFM TV. BFM Radio, bientôt. BFM Radio, c'est déjà une réalité sur le numérique, notamment aujourd'hui à travers l'application Radio Player qui a été créée au printemps dernier. Mais ce sera bientôt une vraie réalité audio, puisque avec le DAB, dès la fin du mois d'octobre, avec le DAB, eh bien, BFM, ce sera aussi une radio d'information en continu, basée sur l'antenne de BFM TV, une télévision d'information en continu, une radio d'information en continu également pour BFM. BFM, c'est aussi le numérique, c'est aussi la plateforme RMC BFM Play, avec RMC, l'autre marque phare du groupe Altis. RMC BFM Play, magnifique donc plateforme numérique, plateforme de replay, qui est nourrie par les longs formats, les séries des équipes de journalistes et de grands reportages de BFM TV. Et puis bien sûr le numérique, bfmtv.com, bfmtv.com avec le site internet, avec les applis bien sûr, mais aussi les podcasts. On aura l'occasion d'en reparler dans quelques minutes. Il existait déjà celui de Dominique Rizet et viendront cette saison des podcasts politiques avec Maxime Switek, Alain Duhamel et Philippe Corbet. Voilà, la marque BFM, l'univers BFM se développe, continue de grandir sous vos yeux et avec évidemment, comme toujours, pour toujours, depuis 16 ans maintenant. BFM TV n'est encore qu'une adolescente, mais c'est déjà la première marque depuis quelques temps, la première marque d'information de France. Et c'est cette grille de BFM TV que Marc-Olivier Fogiel va vous développer dans une seconde. Marc-Olivier, bon, même s'il est là, je peux le dire, fait un travail exceptionnel à la tête de BFM TV avec ses équipes, avec Céline Pigalle qui est également ici à ses côtés, avec Nicolas Maru qui vient depuis quelques semaines de devenir le directeur adjoint de la rédaction aux côtés de Céline. Voilà, Marco
J'y vais. Travail exceptionnel. Tu peux y aller sur tes bases J'y vais, ouais. relativement élevées. Merci Hervé. D'abord, bonjour à toutes et à tous. Un mot, on attaque cette saison présidentielle sur une base extrêmement solide. Je vais vous donner quelques chiffres dans un instant. Et avec la volonté de franchir une nouvelle étape dans notre offre d'infos complète. En gros, comment on a conçu cette grille, Hervé, Céline et moi, on l'a conçu dans un monde où certains se passeraient bien de journalistes. Et notre volonté, en fait, c'est de lutter, proposer de façon la plus efficace possible une grille de l'info dans un contexte de défiance généralisée et aggravée par la crise Covid. C'est vraiment notre volonté. Alors comment ? Comme d'habitude, en faisant vivre l'info là où elle se passe, mais aussi avec des rendez-vous, et on va les développer tout au long de cette heure ensemble, incarnés pour mieux comprendre, mais aussi contextualiser, donner de la valeur ajoutée, et aussi, et le mot n'est pas bisounours, rassembler, parce que dans cette année présidentielle, notre mission à tous ici, c'est de s'adresser à tous les publics sans cliver. Les chiffres, base solide, pour vous rappeler que l'année précédente, qui a beaucoup été commentée, a fait de BFM TV une année record. Depuis que BFM TV a été lancé, jamais les chiffres comme ceux de l'année dernière n'ont été atteints. 2,9% sur la fameuse cible des 4 ans et plus. C'est la première chaîne d'info incontestable, mais aussi la 7e chaîne d'info, la 7e chaîne de France. Et sur les fameux 25-49 ans, qui est la cible commerciale, 3,4%. Je ne vais pas vous abreuver de chiffres, mais quand même, entre 4h30 et midi, sur cette fameuse cible commerciale qui est importante pour tous les médias et qui fait que BFM TV a des moyens pour pouvoir fabriquer de l'information et envoyer ces 200 journalistes partout en France, en Afghanistan aujourd'hui par exemple, et BFM TV est première chaîne d'info et première chaîne d'info tout court sur le national entre 4h30 puisqu'on démarre dès 4h30 avec notre pré-matinale jusqu'à midi quand Bruce Toussaint rend l'antenne. Il y a 13,1 millions de Français qui tous les jours ont rendez-vous avec les journalistes de BFM. Un mot sur le digital qui est dirigé par Julien qui est là, Mel Carrec. Il y a 20,4 visiteurs, 20 millions, 400 000 visiteurs uniques chaque mois sur le portail BFM TV, 140 millions de visites chaque mois sur le site et 20 millions sur l'application. Et puis, dernier chiffre avant d'être plus concret et faire vivre cette grille qu'on a conçue ensemble, Hervé, Céline et moi. Le replay, important, vous avez vu nos grands formats et notamment nos séries. On va vous en présenter une nouvelle dans quelques jours. Mais Ligne rouge, par exemple, sur l'affaire Daval, ça a été quasiment 2 millions de vues en replay. Donc ça vient compléter ce qu'on fait à l'antenne de façon très conséquente. Il y a 2 millions de téléspectateurs qui regardent nos documents après la rediffusion sur BFM pour la série de Ligonnès, quasiment 1,5 million. Donc voilà, on s'adresse aussi à tous les publics là où ils se trouvent. Julien a été un des premiers à lancer des shows sur Snapchat, sur TikTok. On a fait Twitch cette année, Instagram, pas mal de podcasts natifs. On va vous les présenter. Si on devait résumer tout ce qu'on vient de se dire, BFM TV, c'est évidemment des faits, mais c'est aussi de la connaissance, de l'opinion, avec un S, du lien, et en faisant l'événement, on s'y emploie. Lundi dernier, Olivier Véran a démarré chez Yves Calvi à 19h, et il a donné là de l'actu en parlant de cette 3e dose qui va être accessible dans les jours qui viennent et qui derrière a été confirmée par la Haute Autorité de Santé. Donc BFM TV, c'est tout ça. On va évidemment démarrer dans une année importante pour tout le monde, l'année présidentielle. On s'est mis en ordre de marche pour ça. Donc je vous propose de démarrer par un premier plateau autour des figures fortes de la présidentielle sur BFM TV.
L'équipe de la présidentielle, Jean-Jacques en tête, Philippe Corbet, le patron du service politique. On a un slogan qui va marqueter toutes nos émissions et toute l'antenne jusqu'au mois de mai. Bonjour Alain, bonjour Amandine, salut Jean-Baptiste. 2022, le choix des Français. Notre traitement de la campagne, beaucoup de mots, puis on va les développer, mais ça illustre un peu tout ce que je vous ai dit en introduction. Rigueur, innovation, faits, direct, décryptage, du journalisme. En fait, ce sur quoi on a travaillé, des marques fortes et une équipe qu'on a renforcée. Donc des marques et une équipe. Les marques, celles qu'on connaît, qui fait le succès de BFM tous les matins et d'RMC, Bourdin Direct, BFM Paul tous les dimanches avec Jean-Baptiste, face à BFM qu'on a installé l'année dernière et qui reprend avec estampillé présidentiel avec Maxime Soutek et toute la rédaction. Et puis des nouvelles émissions, celle de Jean-Jacques et celle de Jean-Baptiste, 2022 à l'épreuve des faits. On commence par toi, par vous, Jean-Jacques. Je ne sais pas si on se tutoie, on se voit. On se tutoie. Une nouvelle émission inspirée de ce que font les Américains. Quand Philippe, je l'ai contacté aux États-Unis, qu'il était encore le correspondant télé aux États-Unis, il m'a dit tu devrais regarder ces City Hall à l'américaine. On les a regardés ensemble avec Hervé et on te l'a montré. Tu as dit ça, c'est ce que j'ai envie de faire pour 2022. Oui, bien sûr. Bien sûr, j'avais envie d'un très très grand rendez-vous. Un rendez-vous nocturne, si je puis dire, puisqu'il aura lieu le soir. Bon, peut-être s'appellera-t-il, je ne sais pas encore, mais Bourdin Direct le soir, pourquoi pas. Mais on va voir ça. Mais c'est un rendez-vous évidemment présidentiel exceptionnel. Je ne peux pas trop en dire encore, parce qu'on est dans la réflexion, elle n'est pas terminée, mais j'espère que la première émission aura lieu courant octobre, j'espère qu'elle sera mensuelle. Il n'y aura pas beaucoup d'émissions, il y en aura 4, 5, 6, on n'a pas encore fixé, avec évidemment les grands candidats à l'élection présidentielle, candidats ou candidats possibles, hein, vous m'avez compris. Donc à partir d'octobre, un rendez-vous qui sera pas forcément en studio, qui sera sans doute même certainement à l'extérieur. Un rendez-vous spectaculaire, je veux qu'il soit spectaculaire, je veux que ça soit magnifique, vraiment magnifique, du direct évidemment, et des Français, beaucoup de Français qui seront là pour dialoguer avec le ou les candidats à la présidence de la République. Moi, je serai l'arbitre. Vous savez que j'aime dialoguer avec les Français, j'aime les rencontrer, j'aime interroger les hommes ou les femmes politiques. Eh bien, ce sera l'occasion de conjuguer les deux. Et je crois qu'en conjuguant les deux, nous pourrons donner justement la parole et aux Français et aux politiques et éclairer le choix des Français, le futur choix des Français. Jean-Jacques dit à l'extérieur, vraiment à l'extérieur et en province, puisque l'émission a vocation à faire un tour de France, à tourner dans les grandes villes de France. En fait, l'émission, ce sera un peu la suite des grands débats, ce sera la suite du Tour de France du président de la République, ce sera ça. L'idée, c'est ça. En parallèle, évidemment, avec Bourdin Direct tous les matins. Avec Bourdin Direct tous les matins, qui demeure, qui marche très très bien et qui va continuer en cette année présidentielle, bien sûr. Alain Duhamel va être là pour sa dernière campagne. Vous les avez toutes connues, Alain, toutes les présidentielles précédentes. C'est votre dernière, ça c'est sûr? Oui, je n'ai pas eu envie de le faire parce que je m'attendais à la candidature d'Éric Ciotti. Mais en fait, je m'étais dit... Vous n'allez pas devoir attendre très longtemps. Invité de demain. Je sais, je sais. C'était du teasing. Mais bon, j'avais l'idée, j'ai commenté la première élection au suffrage universel direct, présidentielle, bon... je trouvais que c'était un bon départ de m'esquiver à cette occasion-là. En plus, disons que cette campagne et cette élection va être non seulement énigmatique comme elles le sont toutes au départ, mais originale. Parce qu'on voit bien qu'on plonge dans la démocratie d'opinion et que les comportements habituels s'esquivent, que ce qui va compter, ce ne sont pas les accords d'appareil ou ce ne sont pas les universités d'été, ça sera le rapport direct entre des candidats et des Français. Ça a toujours existé, mais ça prend des proportions beaucoup plus importantes. Et ça m'intéresse de regarder ça et d'essayer de l'expliquer. Et puis de le faire en permanence sous forme de dialogue, soit dans le journal de 12 heures. Puisque ça, c'est une nouveauté depuis lundi, Alain, et avec Pascal Latour-Dupin, dès midi, pour décrypter l'actualité politique. Soit le soir, dans l'émission de débat que je fais, avec des gens divers, délibérément divers, de toute sensibilité. Ce soir, Manuel Valls, voilà.
Et avec l'idée qu'on peut continuer, qu'on doit continuer à essayer d'introduire dans le commentaire politique un petit peu de nuance et de bonne foi, même si ça n'est pas une réaction universelle. Alain Duhamel, et à côté Amandine Atalaya qui nous a rejoint au printemps, qui était à Washington pour TF1, mais qui était au service politique aussi. En tant qu'éditorialiste, vous, c'est votre première campagne. Et je trouvais intéressant que vous racontiez un peu, éditorialiste politique à BFM TV. Amandine, c'est quoi? Puisque ça a quand même une spécificité, c'est pas simplement un avis posé comme ça, c'est étayé de faits. Et c'est ce qu'on essaie de faire tous les jours depuis le printemps. Oui, complètement. Ensemble. Tout à fait. Si c'était juste des opinions qui n'étaient pas fondées sur des faits, ça n'intéresserait pas grand monde à part nous. Donc le but, c'est vraiment d'essayer de faire de la pédagogie, de prendre du recul et puis, comme vous le disiez, Alain, d'apporter de la nuance. C'est quand même très important. Dans une année présidentielle, on le voit, qui commence de façon un peu heurtée et conflictuelle déjà. Et ce qui a pu me donner envie, après une chaîne généraliste notamment, de venir à BFM TV, c'est d'abord parce que, ça on le sait tous, c'est une machine de guerre en termes d'infos, d'immédiateté. Et j'avais envie de ça, de cette rapidité. Puis c'est notre job, bien sûr, quand on fait de la politique, tous les jours, d'essayer de passer des coups de fil, de rencontrer du monde pour sortir ces infos. Et puis, par ailleurs, je trouve qu'à BFM TV, précisément, c'est pas du commentaire en fait qu'on fait quand on est éditorialiste, ça, oui. mais c'est vraiment, fondé sur des faits à chaque fois. Et ça, on veut s'y tenir et c'est très important. Et c'est comme ça qu'on va essayer d'apporter des éclairages. Et là, par exemple, on est en train de parler en ce moment des réfugiés afghans. Puis on peut entendre une femme politique dire la France est l'un des pays les moins généreux en droit d'asile. Factuellement, c'est faux. Philippe avait fait le buzz sur le Covid, par exemple, en remettant un député un peu dans les rails, en reprécisant à chaque fois les chiffres et les faits. Et ça, c'est vraiment la mission qu'on se fixe pour cette année. Ne pas faire justement comme aux États-Unis, d'où je viens, où la campagne a été polluée, hantée par des fake news, par des réseaux sociaux qui sont partis un peu en vrille, où chacun disait tout et n'importe quoi. Donc recadrer, prendre du recul, c'est notre valeur ajoutée, c'est ce qu'on peut faire. Et c'est précisément l'objet de la nouvelle émission de Jean-Baptiste le week-end, puisqu'il y a 2 rendez-vous politiques majeurs, un que vous connaissez qui est BFM Pol, que Jean-Baptiste reprend le dimanche à midi avec des petites innovations, et le samedi, et ça donne bien le ton de ce qu'on a essayé de faire quand on a conçu cette grille ensemble, Céline Hervé et moi, de pouvoir ramener des faits et arrêter finalement les polémiques stériles et les débats basés sur rien, quoi. Ouais, et d'ailleurs, dans le sillage de ce que fait Jean-Jacques depuis des années, on se rend compte que dans les interviews, on est de plus en plus obligé de reprendre, de reposer les mêmes questions, de vérifier sans cesse. Amandine parlait de Philippe. On a interviewé par exemple Nicolas Dupont-Aignan ensemble en fin de saison dernière qui, les yeux dans les yeux, cher Jean-Jacques, nous a dit « Mais quand vous irez vous faire vacciner, vous signerez une décharge comme quoi il y a des effets secondaires et c'est dangereux ». On a fact-checké ça immédiatement pendant l'émission et on s'est rendu compte qu'évidemment, on le savait, mais il fallait l'expliquer aux gens que c'était une bêtise. Il l'a reconnu d'ailleurs après. Il l'a reconnu dans la foulée de cette émission. Qu'il s'était trompé et que nous avions raison. Exactement. Donc en fait, ce que l'on veut faire, simplement, à faire du journalisme. Voilà. Donc on va prendre des déclarations, on va prendre des éléments qui sont avancés par certaines personnalités publiques et on va les vérifier. Donc le samedi à 13h, il y aura 3-4 thématiques. Cette semaine, je pense qu'on va évidemment parler des antivax qui manifestent justement samedi. On parlera sans doute de l'accueil des Afghans, peut-être de la violence à Marseille. Nous allons prendre des déclarations et Céline Pitlet sera en charge, sa nouvelle fonction dans la chaîne, de vérifier ces éléments, mais vraiment, c'est-à-dire d'aller fouiller les textes de loi, la Constitution, les déclarations, bref, de vérifier ça. Face au fantasme, quoi, en gros. Exactement, mettre un peu ensuite de perspective grâce à des analystes politiques. Et puis, dans BFM Politique, le dimanche midi, on va continuer de faire ce qu'on a toujours fait. Donc, poser les questions, ne rien lâcher, sans agressivité, recevoir tout le monde. Edwige Chevrillon sera là pour BFM Business, comme l'année dernière. Et cette année, on accueille Marianne, nouveau camarade de jeu, avec notamment Louis Osalter. Voilà. Philippe dirige le service politique avec des nouveautés dans l'équipe, mais aussi des podcasts, pas mal d'innovations aussi. Oui, pour filer un peu ce que vous disiez sur les faits, c'est que les faits, il faut les collecter. Pour ça, il faut du monde sur le terrain, partout, tout le temps. On a renforcé l'équipe pour être partout pendant cette campagne. Et quand je dis partout tout le temps, ce sont des journées longues, très tôt le matin, tard le soir, des trains, des avions. Et d'ailleurs, ça n'est pas forcément tout ce que nous collectons ne va pas forcément à l'antenne. Nous continuons malgré tout à faire des choix. Et nous sommes sur le terrain partout. Et c'est aussi un peu dans cet esprit-là qu'on a imaginé un podcast, un balado en bon français, qui va commencer dans quelques jours. L'idée, c'est qu'on va permettre aux téléspectateurs, aux auditeurs, d'entendre les discussions qu'on a entre nous.
en service, une sorte de débriefing après un grand événement. Comme des confs de rédac. Confs de rédac. Oui, de confs de rédac. De débrief. Exactement, ce qu'on se dirait, nous, après un grand événement. Moi, je serais plutôt souvent ici à Paris. Mais tu vis ici au-dessus. Nous aurons des reporters qui seront sur le terrain après l'événement qu'on vient couvrir. Un autre reporter qui n'était pas sur l'événement dont on parle, mais qui apportera peut-être un regard extérieur. Moi, ça m'intéresse de savoir ce que le journaliste qui va suivre la campagne de Marine Le Pen pourra penser de tel événement de la campagne d'Emmanuel Macron. Et on a monté avec Julien Melcarac de bfmtv.com un dispositif technique assez simple pour qu'on puisse être connectés ensemble et enregistrer dans les conditions du direct un podcast d'une quinzaine de minutes qui sera diffusé dans les heures qui suivent, enfin mis en ligne dans les heures qui suivent. Et on va essayer de faire ça au fil de la campagne, donc au départ une fois par semaine, 2 fois par semaine. Et après les grands événements, on aimerait que ce soit une sorte de rendez-vous pour les téléspectateurs. Au fond, ce qu'on n'aura pas dit à l'antenne, ce qu'on n'aura pas dit en plateau, et un mélange de coulisses, d'impressions, et avec l'idée aussi de le raconter à chaud. Et ça, c'est assez enthousiasmant. Tant qu'on parle de podcast, un podcast avec Alain Duhamel qui s'intitule Les Conquérants, présenté par Maxime Switek. Vous en avez tourné un premier numéro à l'Élysée. Oui. Et le principe, Alain, puisque vous avez connu toutes les présidences. Le principe, c'est d'essayer déjà de se trouver dans un lieu symbolique de chacun de ceux qui ont été élus. Le premier, c'était le général de Gaulle, et donc on avait choisi l'Élysée. Pour le second, c'est Georges Pompidou, et ça se passera au Centre Pompidou. L'idée, c'est à la fois de raconter comment ça s'est passé, avec les caractéristiques, avec des anecdotes, avec des souvenirs, et puis de remettre ça dans un contexte avec des archives, et aussi avec des sons de l'époque, quel était au moment où on était en train d'élire François Mitterrand, quelle était la chanson que les Français écoutaient le plus, etc. Pour donner un petit peu de chair d'abord, et puis de rappeler que la politique, c'est pas quelque chose d'abstrait, de coupé du reste de la vie, et que c'est aussi le reflet de la société à un moment donné. Donc voilà, c'est notre idée. Voilà, Alain Duhamel 2.0. Et puis évidemment, les uns et les autres, on s'emploie à monter des débats pour rythmer la vie politique de la présidentielle. On a, comme tout le monde d'ailleurs, l'ambition de monter des grands débats tout au long de l'année. À demain avec Éric Ciotti pour son annonce à la présidentielle. Demain, Éric Ciotti, on va voir. On va voir ce qu'il va dire. Merci à tous les 5. On va passer maintenant aux nouveautés de la grille, ceux qui ont démarré lundi, les bisous, quoi, en gros. C'est la rentrée sur BFM TV. Bonjour, bienvenue, bon réveil. Bonne reprise. Est-ce que vous êtes favorable à cette solution? On est ensemble jusqu'à midi. Très heureuse de vous retrouver et je ne suis pas seule. Ils sont tous là. Une émission en 3 dimensions. Quelle vie 3D? Ça commence tout de suite. Et je suis très heureux de vous retrouver sur BFM TV. On est en train là d'assister à l'échec de 40 ans de politique. Avec une équipe remaniée. C'est l'une des infos de la soirée. BFM TV, l'info avec vous. Et voilà, on les connaît tous et toutes. Elles ont démarré lundi. Natacha, Pascal, Aurélie qui accompagne Natacha à 20h et Yves Calvi. En gros, ça illustre aussi ce que j'essaie de dire en début de conférence de presse. Depuis que je suis arrivé en prenant la succession d'Hervé, ensemble, on a essayé de renforcer les incarnations, renforcer les offres éditoriales, différencier les tranches. Et cette année, on a l'impression d'avoir franchi une étape supplémentaire importante en ayant des tranches encore plus incarnées, donc avec des offres différentes et avec des journalistes ou des éditorialistes, comment je vous appelle, Natacha, journaliste et éditorialiste. C'est la même chose. qui ont des personnalités fortes et que les Français connaissent bien. Et on a l'impression cette année d'avoir, après pour cette 3e rentrée pour moi, franchi une étape supplémentaire. Déjà à la mi-journée, c'est le retour de Pascal qui était parti il y a 4 ans. Oui, il y a 4 ans. À LCI. En 2017. Et je suis de retour. Et je suis contente d'être de retour. J'espère. Je suis très contente d'être de retour. Et qui, tous les midis, présente une nouvelle émission qui s'appelle le Déj Info, évidemment de l'info, mais dans une autre ambiance. Et c'était ça aussi qui était important de cette présidentielle, peut-être moins anxiogène. Et ce que fait Pascal tous les midis depuis lundi. Avec une bande. Avec une bande, Marc-Olivier, Alain Duhamel, que vous avez vu tout à l'heure sur ce plateau, Emmanuel Le Chypre, Candice Mahout, Roselyne Dubois. Ce sont des visages que vous connaissez évidemment par cœur sur BFM TV. Ashley Chevalier, ils sont là tous les jours. Et puis j'ai aussi cette chance d'avoir la bande élargie de la rédaction
rédaction de BFM TV. On réagit à l'actualité, vous les connaissez, et ils viennent enrichir ce plateau tous les jours. Donc le Déj Info, l'information bien sûr, le moment du déjeuner que je découvre, le moment de s'installer et les régions. On donne la part belle aux régions avec de nouveaux rendez-vous, 12h24 tous les jours, 13h24 avec l'appui des antennes locales de BFM TV, les 150 journalistes qui composent ces antennes avec les bureaux également de BFM TV. Super, donc ça c'est tous les jours à midi du lundi au vendredi. Du lundi au jeudi, Yves et Natacha. Yves d'abord à 19h. Yves qui a connu à peu près toutes les chaînes info en fait. Oui. LCI, CNews indirectement puisque l'émission de Canal était rediffusée sur CNews. Oui. Qu'est-ce qui a fait France Info aussi. Ah, France Info aussi. Bah oui, j'ai été au démarrage de France Info. Ah oui, radio. Oui, non, mais c'est quand même de l'information continue. Oui, c'est vrai. Voilà. Qu'est-ce qui vous a fait rejoindre BFM cette année? Tout simplement le fait que je vous regardais, ce qui est quand même la première, la première raison. C'est-à-dire que je pense qu'il y a une chaîne de référence dans notre pays et que c'est formidable d'y être associé quand on est journaliste et qu'on est entouré de journalistes toute la journée avec qui on débat, on réfléchit à ce qu'on va faire le soir. Donc j'y ai retrouvé aussi, enfin, faut pas en rajouter sur cette dimension, mais elle est réelle. Beaucoup d'amis avec qui j'ai travaillé, voilà, Philippe Corbet était à vos côtés tout à l'heure. Si je devais citer Alain Duhamel, j'ai travaillé avec lui pendant des années. Bref, j'ai l'impression d'arriver dans une maison, enfin, faut pas se méprendre, mais qui était déjà la mienne, avec laquelle j'étais en affinité, et où surtout on pratique le journalisme auquel je m'identifie, que j'aime, qui est le mien, pour lequel je suis rentré dans ce métier, et où je trouve un équilibre, une harmonie et des curiosités qui sont les miennes en fait, pour dire les choses le plus simplement du monde. Et où les choses bougent, hein, puisque depuis que lundi que Yves est arrivé, on a changé de sommaire avec Céline 10 minutes avant lundi, ou à peu près. Donc, c'est-à-dire que vous avez un habile jeu tous les deux. L'un de me dire, viens ici, il faut que tu incarnes, et puis on va, avec toi, on va poser un petit peu les dossiers, etc. On prend notre temps. Et j'ai une perverse qui vient tous les soirs. Mais quel est le plus pervers des deux? Ça, on ne sait pas. Qui vient à 10 minutes me dire, bon alors on casse l'antenne, il pleut à tel endroit. Il pleuvait hier beaucoup. Non, mais oui, vous savez, enfin, je présente aussi une matinale de radio, donc inutile de vous dire que ces réflexes sont les miens. Mais ça rejoint beaucoup les réflexies RTL aussi le matin. Voilà, exactement. Alors c'est amusant parce qu'en fait, je me rends compte, mais tu me l'avais dit, là en l'occurrence sur cette heure, il y a un tempo quelque part qui est assez proche de celui que je vis le matin, sauf que c'est la télévision avec l'impact extraordinaire qui est celui des images et des témoignages et de ceux qu'on écoute. Et après donc, Natacha et Aurélie, voilà, Natacha, vous étiez une habituée de BFM TV, vous débattiez notamment avec Alain Duhamel, mais pas que. Et on a eu envie, à 20h, en fait, de faire une offre totalement différente de ce qu'on pouvait faire dans le reste de la journée. Quelque chose de beaucoup plus, j'allais dire, avec un parti pris plus fort et avec un espace de liberté, je dirais, exigeant. C'est comme ça qu'on s'est vu... Oui, c'est comme ça qu'on peut le définir. Et avec, en effet, une différence, par exemple, par rapport à Yves, c'est que moi, je ne viens pas justement de l'info continue. C'est absolument pas ma culture. Ma culture, c'est la presse écrite, c'est le temps long. Et justement, ce que j'essaye d'apporter dans cette émission, c'est un mariage qui est assez complexe entre l'identité de BFM TV, c'est-à-dire, on va quand même garder cette info continue. Ce qu'incarne Aurélie très bien. Hier, quand il pleuvait, on est là, on le commente, mais sans casser... Céline précise quand même quand il pleut fort, parce que c'est pas juste quand il pleut, parce que... C'était une petite boutade. Voilà. Mais justement, nous essayons de ne pas abuser de ça et de garder ce qui est la promesse de cette émission, c'est-à-dire prendre du temps, avoir des experts qui ne sont pas là pour incarner deux positions caricaturales et faire du clash, mais essayer d'aller au fond des choses, de débattre, ce qui est la façon dont moi j'ai toujours considéré qu'il fallait mener une discussion. C'est-à-dire qu'on va essayer de jouer notre rôle dans cette campagne présidentielle, d'apporter des arguments, du calme. Vous avez dit parti pris. Parti pris, c'est-à-dire tout simplement un engagement, une opinion, mais qui ne soit pas partisane, jamais dans un camp. Mais en revanche, il y a des idées. Moi, j'ai jamais caché que j'avais une certaine vision de l'actualité. Je l'étaye par des faits, et c'est en ça que ça rejoint l'ADN de BFM TV. Il est hors de question de simplement être au Café du Commerce, et c'est le contraire de ce qu'on va faire. Et même quand on fait une interview, parce qu'on a des invités avec Aurélie, un invité tous les soirs. L'heure des comptes, exactement. Ce qui est ambitieux, mais qui dit bien quand même ce qu'on essaye de faire tous les soirs. Ce qu'on essaye de faire, c'est tout simplement de mettre quelqu'un sur le grill
Mais il ne s'agit pas là non plus de chercher la petite phrase, la reprise. Il s'agit d'aller au fond des choses, de positionner le débat sur les sujets qui nous semblent essentiels et qu'il va falloir mettre en avant pour les citoyens. Et je vous souhaite bonne chance à les remonter. Hein. Oui, c'est ce qu'on aime. Ouais. C'est vrai, moi je suis ravie de travailler avec Natacha et c'est vrai que l'idée c'est de se sentir plus intelligent après cette émission. J'espère qu'on y arrivera et de passer un bon moment. Il y a des invités qui nous rejoignent, il y a aussi une bande en quelque sorte. Et Aurélie a cette mission d'en même temps correspondre à la promesse, à l'ADN de BFM de garder cette dimension news et amener ce liant dans les débats, ce qu'elle a réussi très bien depuis lundi objectivement. Mais c'est cette espèce de jeu d'équilibre. Ce sera de mieux en mieux, hein, Marc-Olivier. Ouais. Il manque juste un peu d'ambiance. Un peu d'ambiance et on y est. Mais franchement, hier, typiquement, une interview, ça a dû durer 20 minutes avec David Lisnard. Sur le papier, c'est long. Et en fait, c'était passionnant et on n'est pas tout le temps habitué à ces rythmes-là et on prend le temps dans cette émission. Et Aurélie et voilà que François Baron a le soutien. Ah oui. Et Aurélie poursuit à 21h. C'est étrange. Ça doit être dû à son passage. Poursuit à 21h avec BFM News. Oui, alors BFM News, nous aussi on a parlé des inondations hier dans BFM News. Mais c'est un peu notre 20h pour ceux qui l'ont raté, quoi, grosso modo. Voilà, exactement. Priorité au terrain. Aux reporters, j'aime bien aussi l'idée que les reporters viennent nous voir après leur journée. Par exemple, pour parler des Afghans qui viennent en France, on avait Célia Jusfredi qui avait passé la journée avec eux, qui nous racontait toutes ces petites histoires dans l'histoire. Et c'est important qu'on garde ça, qu'on raconte les coulisses de l'actualité. Avec la présidentielle, ça va très bien s'y prêter. Et puis, oui, voilà, il y a l'idée que les reporters nous montrent les coulisses aussi de leur métier. On va garder l'esprit de l'émission de l'année dernière, le Dézoom. Raconter aussi comment nous, BFM TV, on couvre tel ou tel événement, les contraintes qu'on rencontre aussi tous les jours. Donc c'est tous les jours, sauf le lundi, où le lundi, on garde notre case et qui est vraiment une marque très forte de BFM qu'on intensifie, qui est Ligne Rouge, qu'incarne Aurélie, soit en lançant les sujets, soit en recevant les invités qui les débriefent événementiels. Lundi dernier, Nicolas Hulot qui accompagnait notre doc sur le climat et les dérèglements climatiques. Et lundi, de la même façon, un doc sur le vaccin et un invité exceptionnel derrière, Aurélie, qui... Oui. Le monsieur vaccin du gouvernement, Alain Fischer, qui va nous recevoir. Ce sera pareil, hein, pas en studio, ce sera à l'extérieur. Des grands invités autour des docs et voilà, et avec ce qu'on a initié, les séries documentaires. On a donc initié les 4 épisodes d'Avad, les 3 épisodes de Ligonesse et là les 3 épisodes autour de la traque des attentats Abdeslam. On diffusera ça le 6 septembre, donc à quelques jours de l'ouverture du procès pour les avoir vus avant les vacances. Enfin, on a l'impression de tout connaître sur les attentats quand on les a couverts et accompagnés. Il y a notamment des documents que moi je n'avais jamais vus et qui sont assez dingues. Voilà une maison qui tourne, vous comprenez pourquoi j'avais envie de vous rejoindre. Merci à tous les 4 qui tournent grâce à leurs piliers, ceux qui étaient là avant vous et les fondations sont solides. On en dit quelques mots après. Merci, à ce soir. Merci, à ce soir. Les visages familiers tous les matins, Christophe et Adeline, suivi de Bruce. Normalement, Alain Marchal qui est là et qui va être accompagné d'Olivier Truchot à partir de la semaine prochaine. On a reformé le duo des Grandes Gueules et Maxime Switek qui, dans la grande nouveauté de mettre une cravate. J'ai vu ça depuis et c'est mieux, non? C'est beaucoup mieux. C'est beaucoup mieux. Moi, pour être franc, quand je suis arrivé ici il y a 2 ans, je venais de la radio, j'écoutais les matinales radio, j'écoutais Adeline quand elle en faisait, je regardais peu la télévision le matin, un peu évidemment, et j'ai découvert vraiment il y a 2 ans en regardant première édition tous les matins d'abord,
Et c'est pas pour rien que ça marche. C'est pas pour rien que sur notre cible qui est les 25-49 ans, ça fait 25% de part de marché, première chaîne de France. C'est le pilier, Adeline et Christophe, avec l'implication de Christophe et d'Adeline tous les jours. C'est le pilier de la maison et la recette du succès, à part l'exigence, je sais pas quoi dire, mais... c'est le travail, des années et des... C'est ça, il y a 3 ingrédients, travail, travail. Mais il n'y a pas de mystère, en fait. Mais les ingrédients de cette matinale, elle est le travail, mais ça incarne aussi toute la maison. C'est l'ADN de la chaîne. Je ne sais pas si c'est l'ADN de la chaîne, mais en tous les cas, il y a un vrai désir de la part de l'équipe d'abord d'essayer d'être prescripteur et pas suiveur. Parfois, on suit un trop dans le métier. Donc, l'idée, là aussi, c'est un vrai travail de réflexion pour être prescripteur pour l'ensemble de la chaîne et pour les autres. C'est une équipe stable. Et ça, c'est une grande chance. Parce que... C'est notre 5e saison, Christophe. Ouais, je n'ose pas dire... Toi, tous les deux ensemble. Mais peu importe. Mais c'est important d'avoir une équipe stable. Et donc, des gens qu'on a aidés, qu'on a aussi formés, chacun à notre niveau. On a fixé effectivement un niveau d'exigence qui est très élevé, une motivation qui, pour moi, ne faiblit pas. J'ai toujours une envie maximale. Enfin, je me satisfais de pas grand-chose, hélas. Mais je suis très, très exigeant pour moi et pour les autres. C'est beaucoup de moyens et beaucoup d'angles, donc c'est c'est ça. C'est une vingtaine de sujets par jour. Prescripteur sur les sujets, c'est ça. C'est trouver ce qui peut être effectivement le sujet du jour ou du lendemain. Sentir les choses. Voilà, sentir les choses. Voilà. Et faire confiance à tout le monde aussi pour les idées. Et ça aussi, c'est un vrai critère pour moi, c'est que tout le monde a des choses à dire dans notre équipe et à proposer. Et c'est pour ça qu'on est très à l'écoute, Adeline et moi, à tout ce qui peut venir de chacun des membres de l'équipe. Et moi, j'ai de certitude sur rien. Je doute toujours beaucoup, y compris de moi. Donc, je crois aussi que tout ça fait que ça constitue un produit qui fonctionne, quoi. Avec de l'info, de la bonne humeur, des chroniques aussi, ce qui est important. Oui. Alors une nouveauté cette année, Julien Mielcarec appelé à des fonctions importantes à ces il en avait déjà avant, mais il veut plus se lever, aux heures. Il veut plus cumuler les mandats. Mais bien sûr, à des responsabilités étendues. Il est remplacé par Colas Bedoya qui nous vient de BFM Paris. C'est l'occasion de saluer les synergies avec toutes les chaînes locales. Voilà, Colas, il s'est formé à BFM Paris et il est maintenant chez nous avec ses idées, sa jeunesse, sa fraîcheur. Et c'est aussi d'ailleurs l'un des objectifs cette année, c'est de faire remonter tout ce qui revient de province, de nos locales, de la production locale, parce qu'il y a beaucoup de choses à voir et à entendre de la part des locales. Donc c'est le pilier de la chaîne qui permet à Bruce derrière d'arriver avec une salle pleine et de les garder jusqu'à midi, puisque je le disais que BFM TV est la première chaîne nationale sur les 25-40 ans jusqu'à midi. Il y a 2 ans, quand je suis arrivé, un peu tardivement, j'ai proposé à Bruce tout de suite d'aller le matin. On révèle les secrets de famille tout de suite. Bah ouais, c'est mieux, mais j'ai du mal à le convaincre la première année. Et j'étais persuadé que ça permettrait à BFM TV le matin d'avoir un rendez-vous avec quelqu'un. On ne va pas se cacher, le matin il y a beaucoup de concurrence sur les chaînes info et Bruce domine cette concurrence-là avec un rendez-vous d'une solidité absolue et un lien particulier avec le téléspectateur. C'est un défi quotidien, comme tout le reste de la journée bien sûr, mais l'objectif du live pendant 3 heures, c'est évidemment de donner l'essentiel de l'actualité en permanence, mais surtout de réagir à cette actualité qui est en train de se dérouler. De savoir réagir à une phrase qui va être prononcée chez Jean-Jacques Bourdin à 8h45 et de comprendre assez vite, en tout cas le plus vite possible, que ça va devenir le sujet, le débat de la journée. Donc du débat, du décryptage évidemment comme il y en a tout au long de la journée sur la chaîne, mais aussi beaucoup de live, ça veut dire beaucoup de place accordée aux reporters sur le terrain. C'est très important. C'est ça aussi, ça fait partie vraiment de l'identité de la chaîne et il faut qu'ils aient cette place-là à l'antenne tous les jours entre 9h et midi. Des invités bien sûr. Et puis j'ai la chance d'être très bien entouré. Benoît Galeret, qui est à mes côtés depuis que je suis ici. Vraiment, c'est un plaisir de le retrouver chaque jour pour son regard sur l'actualité, à travers les réseaux sociaux. Vraiment, enfin, je vous encourage, si ce n'est
n'est déjà fait, à apprécier ce que fait Benoît Galeret. Roselyne Dubois, tous les jours, 11h30, répond aux questions des téléspectateurs. Ça, c'est aussi un rendez-vous qui s'est installé. Et puis des nouveaux. On a la chance d'accueillir cette année Nicolas Poincaré, qui régulièrement reviendra dans le live pour parler d'un sujet d'actualité qui l'a particulièrement marqué. Laurent Neumann aussi. Candice Mahout, qui elle aussi va présenter l'immanquable tous les jours vers 11h20. Et puis je n'oublie pas Ashley Chevalier, qui elle aussi nous rejoint pour son regard sur l'actualité à l'étranger. Alain est dans son portable parce que dans une heure, il est à l'antenne. Je continue de subir des attaques indécentes sur le comportement de l'OGC Nice dont je ne suis pas responsable, bien que supporter niçois, des attaques qui viennent même de personnes très haut placées dans cette maison. Je n'en dirai pas plus. Seul cette semaine, mais à partir de la semaine prochaine, à deux avec le retour d'Olivier qui est en vacances. BFM Story, 17h, 19h. C'était un exercice nouveau pour moi. Mais ouais, on a décidé de reformer le duo choc d'RMC et ensemble vous allez mener cette émission. Et alors, je pense ça va être nouveau sur BFM Story, bien qu'on se pratique mutuellement depuis 16 ans, si je puis dire, Olivier et moi, dans les grandes gueules le matin sur RMC Story entre 9h et midi. Exercice nouveau parce que BFM Story, c'est une belle émission qu'a installée Olivier. Je vais essayer d'apporter moi aussi ma patte telle qu'elle est dans les GG, dans l'animation de ces 2 heures d'infos en direct sur les BFM Story, parce que ce sont les 4 histoires du jour, les 4 faits marquants de l'actualité. Les acteurs avec les acteurs de l'actualité, les reporters qui bien sûr seront en direct, et c'est faire vivre à ceux qui rentrent chez eux à partir de 17h ou qui se mettent sur BFM TV via les applis, via le direct, l'actualité du jour. Et on sait qu'on peut s'appuyer sur toute la force de la rédaction de BFM TV, nos éditorialistes, et le rendez-vous avec Alain Duhamel, aussi le Face à Duhamel, du lundi au jeudi. Et on peut se dire, mais pourquoi à deux, il le faisait très bien tout seul, mais ça incarne ça aussi, ce qu'on a essayé de faire. C'est, il y a l'info, qui est reine sur BFM, mais l'incarnation, l'humeur, la valeur ajoutée personnelle des présentateurs, c'est ce qu'on a essayé de développer, et ensemble, voilà, ce duo-là est prometteur. Souvent on dit présenter, moi j'ai toujours tendance à dire animer. Moi je vois pas de voilà, j'anime et avec Olivier c'est quelque chose qu'on a appris à faire avec le temps, tant sur une chaîne info que dans les grandes gueules. C'est animer, apporter une âme, apporter une patte, apporter vraiment quelque chose de personnel dans une émission, surtout quand elle est sur l'actualité forte, pas uniquement être neutre derrière cette cravate ou cette veste qu'on nous prête gentiment, qu'on n'a pas payé, mais on doit venir et être beau à l'antenne. Il faut vraiment apporter une âme. L'information, il faut la faire. Je dis toujours, moi j'ai toujours considéré être un maître d'hôtel de l'information. C'est-à-dire ce qui se passe en cuisine, ça peut être super chaud. Ce qu'on me demande, c'est d'arriver ensuite en salle et de dire voilà, mesdames et messieurs, ce qu'on va vous présenter de l'actualité. Et vraiment, Olivier et moi, comptez sur nous pour faire le job entre 17h et 19h. Super, 16h50 même. 16h50. Si j'arrive à 17h, j'aurai un problème. Comme pour la conf de je serai 10 minutes en retard. Maxime nous a rejoint l'année dernière. On a l'impression qu'il est là depuis toujours. Et dès la deuxième saison, avec son, pour le coup, exigence qui peut-être est le point commun de tout le monde ici, à plus tard. Alain. Merci. À la volonté de proposer plein de nouvelles choses cette année, notamment une nouvelle équipe, et voilà, de ne pas s'asseoir sur un trône qui a bien fonctionné l'année dernière. Oui, alors vous allez en avoir que je suis là depuis très longtemps. Soit vous m'avez déjà trop vu, ce qui n'est pas une super nouvelle, soit c'est parce qu'on a beaucoup bossé l'année dernière, je vais retenir cette hypothèse-là. Et effectivement, on a une nouvelle équipe cette année. En fait, on s'adapte tout simplement parce que vous en avez parlé tout à l'heure, il y a l'élection présidentielle qui arrive. Donc on se renforce aussi de ce côté-là. On a fait appel à de nouvelles journalistes, en l'occurrence par exemple Rim Momtaz, qui est une des journalistes prometteuses, qui suit Emmanuel Macron pour Politico et qui va rejoindre l'équipe. Bérangère Bond qui va être avec nous, Laure Closier qui là aussi fait partie des talents de la grande maison RMC BFM et qui va nous rejoindre aussi et qui a une connaissance particulière notamment des sujets économiques, etc. Et puis on s'adapte, on se renforce en vue de la présidentielle et du traitement de l'actu parce qu'on aura tous les soirs désormais, et on a depuis lundi, un rendez-vous d'enquête tous les soirs avec Nelson Géten qui rejoint l'équipe, qui va tous les soirs comme ça répondre à une question. Ce soir par exemple c'est sur les détecteurs de CO2, comment ça marche, qui en a déjà installé dans les salles de classe, etc. On aura l'enquête ce soir si tout va bien à partir de 23h.
tout ça, évidemment, accompagné du taulier Bruno Jeudi, qui est toujours là, et c'est un bonheur. Et comme je l'ai dit, 22h max sans Bruno Jeudi, c'est comme les crêpes sans Suzette, ça n'existe pas. Il m'a répondu, c'est génial, j'adore les crêpes Suzette. Voilà pour Bruno Jeudi. Voilà, pour le 22h max et les faces à BFM, puisque c'est Maxime qui a Absolument. la charge de les présenter. Il y en aura un qui sera prévu normalement fin septembre, mais on dévoilera l'invité un peu plus tard, en cours de confirmation. Mais voilà, qui marquera la saison présidentielle, l'une des marques fortes. Ben voilà, merci à tous les quatre. Avec Céline Hervé, on va répondre à vos questions, en fait. Merci beaucoup. Et j'ai eu ton mot d'excuse de Stéphane Tapi qui disait que tu étais en retard à la conférence de presse parce que tu déjeunais avec lui. Absolument. Puisqu'il faut tout révéler. Bah oui, bah écoute, on dit tout. Donc voilà. Pas trop fatigué? Épuisé, je ne sais plus comment on fait. Je ne sais pas s'il y a des micros. Normalement, oui. Là, ouais, Rachel va vous en donner un. De stratégie. On n'entend pas. Il faudrait avoir de la sono. Moi, je l'entends dans l'oreillette pour dire les choses, mais ou alors vous parlez fort parce qu'on n'est pas trop nombreux. Est-ce que vous m'entendez? Ouais. Enfin, moi, oui. C'est mieux. Oui, Amaury de Rochegonde de Stratégie. J'avais une question par rapport à votre univers de concurrence et challenger, notamment par rapport à CNews. Vous avez dit que vous étiez une chaîne d'opinion avec un S, si j'ai bien compris. Est-ce que vous considérez que la différence par rapport à CNews, c'est que CNews serait une chaîne d'opinion sans S et vous êtes une chaîne où il y a des opinions avec un S? Pour faire court, mais on ne se définit pas par rapport à CNews surtout. On se définit par rapport à ce qu'on a envie de faire et ce qu'on a toujours fait et on développe. Donc on réfléchit à ce que doit être BFM TV, à qui on doit s'adresser et à tous les publics. Et donc tous les publics, c'est toutes les opinions en les confrontant. Mais il n'y a pas une minute d'antenne de ce qu'on fait qui est lié à ce que font les autres. On essaie de faire au mieux, et c'est déjà pas facile, ce qu'on pense être notre vocation. Donc le S que j'ai rajouté, c'était pas par rapport à CNews, pour être clair, c'est juste pour bien insister sur ce qu'on a vocation à faire. On fait de l'opinion dans des endroits précis, pas partout, et confronté et étayé. Ce qui est évidemment fondamental, encore plus en saison présidentielle. Bonjour, Mickaël Zolto-Broda du Parisien. On voit les 2 premiers jours d'audience en Access. Vous êtes toujours derrière CNews qui n'a pas vraiment fait sa rentrée, avec Zemmour qui rentre lundi. Est-ce que l'objectif, c'est de reprendre le leadership un jour ou vous avez renoncé à cette bataille? Mais on n'a pas renoncé à cette bataille. On a construit une grille cohérente avec des rendez-vous précis qui ont chacun des objectifs. Encore une fois, notre objectif n'est pas la concurrence à cette heure-là, qui est très différente, qui n'a pas de pub, qui ne s'adresse pas au même public, qui n'a pas la même durée d'écoute. Et Natacha et Yves, depuis lundi, on verra après, sont en plein dans les objectifs d'audience qu'on s'est fixés à nous-mêmes, pas par rapport du tout à ce que fait la concurrence. Donc, pour répondre à la question clairement... Vous affichez comme la première chaîne de France. Oui, c'est le cas. Cas sur ce créneau-là, quoi. Sur 24... En fait, c'est tous les jours, sur l'ensemble de la journée, et sur 365 jours. Ça, c'est quand même un truc, c'est pas complètement un détail. Première chaîne de France. C'est pas tous les jours. Hein. Non, c'est tous les jours le match, et après, on regarde à la fin des 365, c'est ça que je dis. La saison qui vient de se terminer, BFM TV, vous l'avez vu au début, signe une part de marché de 2,9, de 3,4 de part de marché, et première chaîne incontestée. Voilà, c'est un ensemble de choses, et on ne construit pas la grille par rapport à ce que font les autres. Non, désolé. Non. C'était pas ma question, hein, c'est vous qui en parlez. Hein. Mais non, si. Bon, si vous voulez. Mais non. Et j'ai une deuxième mais donc, pour répondre à la question, les objectifs d'audience qu'on s'est fixés avec Natacha et Yves sont complètement remplis depuis 2 jours. Après, le match ne se fait pas et la vie ne se fait pas en 2 jours, mais on est exactement dans l'étiage qu'on s'était fixé de démarrage des émissions. La saison dernière, on a battu le record historique de BFM TV. Disons que l'objectif cette année, c'est de battre encore le record historique de BFM TV. Voilà. Et si on en est là, on ne devrait pas être très loin d'être la première chaîne d'info de France. Pas très loin encore. C'est une façon de parler. Évidemment, on est largement la première. Même sur les 2 premières journées dont vous parlez, on est très largement première chaîne d'info de France.
J'ai une autre question sur les dispositifs présidentiels. Est-ce que vous allez faire d'autres opérations d'envergure, les débats en interne et des partis, de faire des chocs Ce que j'ai essayé de dire en fin de présentation du plateau, mais oui, évidemment, on va monter certains débats. Tous ne nous intéressent pas, mais certains, oui. Et évidemment... Lesquels vous intéressent ? Vous verrez tout au long de l'année, quand ils seront montés. Mais oui, bien sûr. Avec quelqu'un pour les porter, les incarner ? Les gens que vous avez vus ici, Maxime en fait partie, Bruce en fait partie, Jean-Baptiste en fait partie, Jean-Jacques. Sur les régionales du mois de juin, vous avez vu qu'on avait ciblé... En fait, notre objectif précisément, justement, était d'avoir 3 débats sur 3 régions clés de deuxième tour, pas de premier tour, puisqu'on pensait que c'était compliqué pour une chaîne, justement, qui a cette puissance d'être dans des débats de premier tour avec trop de candidats. Et c'est les 3 débats qu'on a pu présenter, un présenté par Maxime, un par Jean-Baptiste et un autre par Jean-Jacques. Merci. Sur l'Afghanistan, tout à l'heure, vous disiez qu'il y avait une équipe qui venait de partir, j'ai bien compris ? Il y a une équipe qui vient d'arriver, qui va repartir d'ailleurs, mais qui est à l'aéroport de Kaboul. Vous avez vu des directs sur l'antenne peut-être tout à l'heure, et qui est passé par Doha. D'accord. Et qui ne va pas rentrer dans Kaboul, qui a tourné des images à l'aéroport et qui revient. D'accord, ok. Merci. Parce que les Américains sont un peu tatillons là. Comme ils sont eux-mêmes sur le départ, ils ne sont pas très pressés de laisser des journalistes occidentaux traîner sur place. Mais... Non. Il y aura d'autres tentatives ou... Bien sûr, bien sûr. Est-ce que c'est une vraie difficulté pour vous aujourd'hui de couvrir l'Afghanistan quand on ne peut pas avoir d'équipe sur place et qu'on dépend des images internationales Comment vous arrivez à tenir tous les jours? Oui, évidemment, c'est une difficulté. On est dans une situation parfaitement exceptionnelle. Donc, il y a heureusement des agences, il y a heureusement des gens qui fournissent des images de toutes sortes de manières, mais bien sûr qu'on préférerait être, nous, en situation de travailler. On a vécu les heures les plus difficiles d'une certaine façon. Le chaos du moment où ils prennent le pouvoir et ensuite la lutte avec les Américains pour réussir à faire sortir un certain nombre de gens. Et puis après, il va y avoir une forme de normalisation quand les talibans seront pleinement chez eux. Et on verra ce qu'il est possible de faire à ce moment-là. Ils auront certainement eux-mêmes, c'est ce qu'on a pu voir un tout petit peu, le souhait de montrer ce qui s'y passe. Et on a bien l'intention de le surveiller et d'y aller dès que ce sera possible. On y est déjà. Mais manifestement, 15 jours après, ça reste très, très, très compliqué, quoi. On voit d'ailleurs qu'il y a des journalistes qui étaient sur place qui sont immédiatement partis, tant la situation était tendue. On aurait pu imaginer qu'ils se disent à l'inverse, mais ils ont souhaité partir immédiatement. Il y a très peu de journalistes qui étaient sur place. Et donc, voilà. Mais évidemment, peut-être parce que c'est particulièrement difficile et particulièrement compliqué, on en aura d'autant plus envie, et donc on va continuer. Donc évidemment, on va y retourner. Mais en l'occurrence, l'équipe qui est partie, elle est partie à Abu Dhabi d'abord, couvrir le déplacement de Le Drian et de Florence Parly, et nous a fait vivre avec des reportages assez forts la façon dont les militaires recevaient les Afghans et criblaient d'ailleurs. Et puis ensuite, elle a tenté sa chance pour aller via l'armée qatari à Kaboul, ce qui nous a fait vivre aussi l'aéroport, et on s'arrête là pour le moment. Bonjour, entendez Thierry Amar, Offre Média. Une question pour Hervé Bérou. On sait que le local, il y a pas mal d'acteurs qui se sont... c'est un modèle difficile en fait. Il y a beaucoup d'acteurs qui se sont plantés là-dessus. En ce moment, il y a la PQR qui monte un réseau avec la presse. C'est quoi votre modèle pour réussir dans le local au niveau économique ? Notre modèle, il est déjà nouveau. C'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup de tentatives, en effet, de proximité dans les régions. Mais il n'y a jamais eu de modèle d'information en continu. C'est la première fois, depuis donc BFM Paris, notre première chaîne fin 2016, qu'on installe un réseau de chaînes de télévision, et ça va même beaucoup plus loin. C'est maintenant, puisqu'on a évidemment, on est dans de la télévision et du digital, une véritable plateforme en information continue. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous pouvez rentrer à Lyon, à l'heure qu'il est, là, en milieu d'après-midi, et à la télévision ou sur votre appli en direct, regardez ce qui se passe chez vous. Jusqu'ici, ça n'était pas possible, ça n'existait pas. Deuxième point, notre réseau de chaînes locales, il s'appuie, j'ai commencé la conférence de presse de BFM TV là-dessus tout à l'heure volontairement, il s'appuie sur notre groupe.
C'est-à-dire qu'ils s'appuient sur BFM TV, sur BFM Business, enfin sur un groupe solide d'information, même sur les correspondants de RMC ou de RMC Sport. Tout le monde travaille ensemble. Et donc, évidemment, c'est un atout majeur pour ces chaînes qui sont en effet de petites chaînes. Voilà. Voilà. Donc ensuite, maintenant, à nous de conquérir de l'audience. Ça marche, ça fonctionne. Les derniers médias locaux sont très encourageants. Et donc, à partir de l'audience, évidemment, de conquérir des annonceurs locaux, ce qui est notre objectif premier, d'aller séduire vraiment des annonceurs qui sont complémentaires là aussi à nos médias nationaux. Et ça, c'est une œuvre, si j'ose dire, qui est en marche. La plupart de nos chaînes, sauf évidemment les dernières lancées, sont à l'équilibre ou tout proche de l'équilibre. Donc on va continuer dans cet esprit-là et on espère et on pense que l'on va réussir. Avec SFR en termes de contribution commerciale aussi? SFR, c'est un atout aussi sur les box SFR dans tout le pays. Quand vous allumez la télévision et que vous êtes dans une zone concernée par une chaîne locale du groupe, eh bien l'écran d'accueil, c'est la chaîne locale. À Lille, c'est BFM Grand Lille. C'est évidemment un atout aussi. Le groupe, en effet, au sens large, se met au service de ces chaînes de proximité. Bonjour, Tom Carcourt pour Le Figaro. J'avais une question par rapport à la couverture de la crise sanitaire, en tout cas des manifestations anti-pass sanitaire. Est-ce qu'aujourd'hui vos équipes font face à des violences sur le terrain, comme ça a pu être le cas pour les équipes de France Info? Je vais laisser Céline répondre, mais oui, évidemment, comme la plupart des journalistes qui courent, et on a mis en place un dispositif qui permet en même temps de faire notre métier et en même temps de ne pas exposer nos journalistes. Oui, malheureusement, on est dans une situation très très difficile. On a rencontré beaucoup d'épisodes pénibles sur la couverture de ces manifestations. Ça arrive à l'ensemble de nos confrères, mais ça nous arrive plus particulièrement, d'autant que c'est évidemment très simple de repérer une équipe avec un caméraman, quelqu'un qui est en train de faire un direct. Donc on a beaucoup aménagé la façon de travailler. Pour être malheureusement le moins reconnaissable possible, puisqu'on en arrive à des situations qui sont parfois folles, avec des gens qui, voyant le nom d'un journaliste, le googlisent pour essayer de le trouver. Enfin, ça va très très loin. Hein. C'est vraiment quelque chose de très lourd et de très pénible. Il faut quand même préciser que c'est à la marge, c'est très violent, mais ce n'est pas l'ensemble des manifestations. Dans ces manifestations, c'est certains manifestants, une partie d'entre eux, donc radicale, mais pas l'ensemble. Mais malheureusement tellement agissante qu'elle mais... pourrait évidemment nous fragiliser dans notre souhait de traiter. Et en même temps, évidemment, et c'est peut-être le plus important à dire, on ne va jamais renoncer. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'endroit où on ne sera pas les bienvenus. On va continuer à faire notre travail. Bon, j'ai plutôt tendance à penser que là, dans l'été, les choses se sont plutôt un peu apaisées. Je voudrais espérer que ça va durer. Et ça a été très dur durant le mois de juillet, pour nous et pour d'autres. Là, j'ai l'impression que c'est un tout petit peu plus calme. Mais enfin, c'est difficile. Mais évidemment, on continuera à suivre ce mouvement comme les autres. Avec la précision, et vous avez peut-être vu ça samedi dernier lors de la dernière manifestation, en y allant et en dosant la couverture d'antenne à la hauteur de ce que représente la mobilisation. Pas faire une antenne ouverte à des choses. Voilà. Il y avait moins de monde la semaine dernière, il y avait moins de place à l'antenne la semaine dernière. Malheureusement, on a quand même dans le pays aujourd'hui, dans ces manifestations, encore une fois une petite partie, mais quelques dizaines, quelques centaines d'énergumènes qui viennent sur ces manifestations à la chasse aux journalistes. Ouais. Voilà. Qui cherchent à repérer les journalistes. Alors télé, évidemment, c'est les plus faciles à repérer. Mais enfin, ils ne viennent pas manifester, ils viennent chasser le journaliste. C'est quand même assez terrifiant. Non, c'est la suite logique. Oui, voilà. C'est vraiment une absolue continuité avec ce qu'on a connu à l'époque. Ouais. Et qui fait, comme vous le savez, qu'on travaille désormais avec chaque journaliste accompagné d'une personne qui est en charge de sa sécurité, chacun des journalistes. Et clairement, ça a démarré utile, à ce moment-là et ça continue. C'est pas un luxe ou un confort ou une façon. Clairement, dans les manifestations, pour répondre à votre question, dans les manifestations précédentes, ces agents de sécurité ont évité des vrais problèmes. Ouais,
d'Astronville pour le monde. Ça s'accompagne aussi de l'absence du nom du journaliste qui n'est pas plus donné à l'antenne. Ça, pardon, mais j'ai raté les premières fois peut-être quand vous avez. C'était dans le milieu de l'été. Oui, c'est ça. Vous avez inauguré ça récemment. Absolument. Parce qu'il y avait de la chasse sur pour les réseaux. Pour la raison que dit Céline, parce que Google quand le synthé s'affiche avec le nom, ensuite il y a dans les manifestations, c'est pour ça d'ailleurs qu'on est obligé de dire que c'est un tout petit groupe, c'est un groupe très agissant mais petit, de gens qui sont avec leur téléphone, regardent l'antenne sur leur téléphone, essayent d'évaluer à partir de l'image qui est envoyée à l'antenne où se trouve le journaliste pour essayer d'aller à sa rencontre. Et donc quand il y a son nom, si on le googlise, potentiellement on a sa photo et c'est une manière de le retrouver. Ça dit quand même dans quelle violence et dans quel état d'esprit se trouvent ceux qui font ça. C'est-à-dire que c'est pas seulement ils sont là et opportunément ils se comportent mal, ils viennent pour ça. Oui, question pour Hervé Bérou, Tanguy Demange, de la correspondance de la presse. Je reviens sur la question de Thierry Amar sur le local. Dans la loi audiovisuelle qui va être votée là, définitivement en septembre, le seuil de concentration va passer de 12 millions à 17 millions. 19. 19. Après la CMP, 19, oui, peut-être. Vous aviez dit que ce 12 millions, ça vous bloquait dans votre développement au printemps. Alors, qu'est-ce que ça va changer pour vous? Quel serait le maillage idéal pour votre réseau? Puisque là, je crois qu'il y a 2 nouvelles chaînes, Grand Est et Ouest, qui vont s'ouvrir, mais... Alors, pas tout de suite. on a lancé une chaîne sud donc, au début de l'été, puisqu'on voulait être présent dans cette zone. Et l'actualité, d'ailleurs, nous a donné raison. Elle n'a pas manqué, donc la chaîne aujourd'hui regroupe les antennes de Nice, Toulon et Marseille, et voilà, jusqu'au 26 octobre, je vais vous donner la date aujourd'hui, où nous lancerons le 26 octobre les 3 chaînes, Marseille-Provence, Nice-Côte d'Azur et Toulon-Var. Voilà, tout cela, eh bien, donc l'évolution de la loi que nous souhaitions nous permet de le faire sans difficulté et nous donne encore de la marge pour, dans un premier temps, aller vers d'autres chaînes, qui seront officialisées, je l'espère, dans quelques semaines et qui seront ouvertes dans quelques mois, parce qu'il faut quand même un petit peu de temps pour mettre tout ça en place. Mais en tout cas, évidemment, en tout cas, cette évolution de la loi nous donne de l'air et nous donne la possibilité de poursuivre notre développement dans un premier temps, en effet, donc à une dizaine de chaînes. Puis ensuite, on verra. Justement, vous avez parlé tout à l'heure de 200 journalistes pour BFM Natio, 150 en local. Ça intervient après un plan social. Donc, du coup, est-ce qu'on peut faire un petit point, des plus, des moins? Il y a quand même pas mal de gens qui sont partis l'année dernière. Pas de journalistes à l'échelle de BFM TV, non. 9. Voilà. Et ce sont 2 choses différentes. C'est le plan de départ volontaire, qui n'était pas un plan social, hein, un plan de départ volontaire. Il a concerné le groupe et le groupe en général, parce que pas seulement les chaînes, les rédactions. Tous les services, pas seulement les rédactions, mais aussi les services généraux, les services transversaux, finances, RH, etc. Et là, quand on crée des chaînes, on crée des postes essentiellement de journalistes, là d'ailleurs, pour le coup. Quand on crée une chaîne comme BFM Marseille, on a 22 journalistes et on a au total 25 personnes dans la chaîne. Donc ce sont des chaînes qui s'appuient évidemment sur la structure du groupe pour toutes les parties RH, finances, techniques, voilà. Et donc on embauche essentiellement sur place des journalistes avec un responsable technique. Et donc à chaque fois, ce sont une vingtaine de postes de journalistes créés. Mais ça rejoint ce que disait Arthur Dreyfus au moment du plan de départ volontaire qui avait été beaucoup commenté, et c'était logique, mais ça ne correspondait pas à la volonté d'arrêter l'ambition de développement, mais de redimensionner le groupe à sa nécessité suite à la synergie avec SFR, Altis qui réorganisait avec nous, mais qui ne venait pas signifier la fin de l'ambition de développement, et c'en est la concrétisation. En fait, c'était redimensionner le groupe à ce qu'il fallait qu'il soit pour produire ce qu'on était en train de produire, et derrière continuer à développer notamment les chaînes locales. Bonjour, Emmanuel Miquet, c'est Edifax. Vous avez mentionné une prochaine soirée documentaire en diffusion. Est-ce que vous avez d'autres projets
en cours et quels sont-ils? Vous pouvez les développer. Je sais pas si on veut C'est un dire peu trop tôt encore où on pour en est. les développer objectivement. Oui, bien sûr, on a d'autres soirées en cours, notamment liées à la présidentielle, mais qu'on ne va pas dévoiler aujourd'hui, je suis désolé. Et on a une autre série qui est en fabrication, mais on vous dira en temps voulu ce sur quoi elle porte. En tout cas, on va diffuser là, le lundi 6, notre nouvelle série qui portera donc sur la traque des terroristes du 13 novembre. Traque du siècle. La traque du siècle. Et honnêtement, c'est absolument sidérant parce qu'on voit évidemment toutes les failles, toutes les erreurs qui ont pu être commises et à quel point on était quand même démunis. Et donc c'est une autre manière de revenir sur ces événements. On reviendra finalement assez peu sur ce qui s'est passé à ce moment-là, mais plus sur ce qui s'en est suivi et comment on a été en capacité assez mesurée de réagir à tout ça. Et en tout cas, ce qui est très important de dire, c'est que pour nous, c'est vraiment un format très important sur lequel on investit beaucoup, sur lequel on réfléchit et on travaille beaucoup, parce que finalement, les gens qui nous regardent, très vraisemblablement, regardent beaucoup de séries, et s'informer à travers cette écriture-là, réussir à transmettre de l'information à travers ce format-là, c'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et sur lequel on travaille beaucoup pour essayer finalement de transmettre des choses qui sont parfois compliquées, complexes, des enquêtes, mais sur un format qui est attrayant et qui donne envie de suivre. Non, celui-là c'est le prochain et on a d'autres en prépa. Il y en a, mais peut-être pour sans être dans le contenu hélas, mais il y a l'ambition certainement cette année de monter encore une marche supplémentaire dans l'équipe qui produit ces longs formats, de la densifier pour pouvoir densifier notre offre et proposer encore plus, notamment de 52 minutes. Puisque aujourd'hui nos formats toutes les semaines, enfin 3 semaines sur 4, c'est des 26 minutes. Une semaine par mois, ou toutes les 5 semaines, c'est un 52 minutes. Et une fois de temps en temps, de façon événementielle, ce sont ces séries initiées l'année dernière. La volonté, c'est de produire plus de 52 minutes. Et donc pour ça, s'équiper encore davantage d'une presque seconde rédaction, puisque même dans la façon dont les équipes sont agencées ici, c'est une mini-rédaction, une rédaction dans une rédaction. Aujourd'hui, il y a un peu 3 couloirs ici. Il y a le couloir des gens qui suivent l'actualité à chaud, en continu, les gens qui sont déployés sur le terrain. Il y a le couloir des talks, il y a toute la partie invité, débat en plateau. Et puis, il y a cette cellule qui est chaque année plus importante, qui permet de fabriquer du format long. On a tous les jours un sujet qui fait entre 5, 6, 8 minutes, qui est un sujet d'enquête, soit de reportage. Qui est d'ailleurs diffusé, jusqu'à là, a été diffusé chez Maxime à 22h. Et là, comme on lui a mis plus de moyens, plus d'exposition, est diffusé déjà à 19h chez Ficalvi. Donc il y a ce format-là au quotidien. Toutes les semaines, soit un 26, soit un 52, soit de façon plus exceptionnelle, une série. Et puis voilà, donc c'est vraiment cette ambition aussi de faire vraiment tous les exercices journalistiques de la télévision d'information et de se déployer dans tous ces formats, quoi. Les 52, ce ne sont que des productions internes. Vous ne travaillez pas du tout avec des... Tout est produit en interne. Bonjour. Ici, oui. Bonjour, Rémi Jacob de Télé Loisirs et Télé 2 Semaines. J'ai une question sur la présence de la marque BFM sur le numérique. Vous en avez parlé rapidement, mais notamment sur les nouvelles plateformes comme Twitch. J'aimerais vous entendre parce qu'il y a eu, pendant la pandémie notamment, des expérimentations assez intéressantes. On parlait justement du lien avec le public et de la défiance. C'est un moyen d'aller au contact. Absolument. Avec même des haters. Ça a été parfois violent. Je pense à Margot Trouville. Pour la première. Voilà, qui était pour la première, mais... À l'occasion de la présidentielle, ça m'intéresse parce qu'il y a, j'imagine, un créneau pour vous. Et je pense à Twitch, mais il y a d'autres plateformes. Est-ce que vous pouvez nous dire un mot justement de ces prochaines actions qui étaient quand même assez marquantes lors de la première salle? Alors déjà, pour revenir en effet sur Margot de Frouville qui est arrivée sur Twitch, c'était limité à sa première intervention. Là aussi, c'est des gens qui avaient décidé de se mobiliser pour venir troller le chat dès le deuxième live. Ça s'est très bien passé. Il y a d'ailleurs maintenant le FC Margot, qui est son fan club sur Twitch, qui la réclame, et donc elle reviendra dès la semaine prochaine sur Twitch. On va refaire... Pardon, là-dessus, Julien, c'est important, et on a beaucoup parlé ensemble tous les trois, de ne pas s'arrêter... En allant sur ces territoires-là, en allant parler à ce public-là, un public différent. Alors, évidemment, on ne peut pas faire n'importe quoi, exposer nos journalistes n'importe comment, les laisser se faire insulter comme elle s'est fait. Mais c'est poser la question de comment et pourquoi on continuait. Mais si on va s'adresser à ce public-là différemment, il faut en accepter les codes
de façon malgré tout un peu mesurée, mais bon, c'est des réflexions qu'on a eues. Bien sûr, d'ailleurs, on s'y attendait pour ce premier live à avoir des gens qui étaient un petit peu étonnés de nous voir arriver sur cette plateforme. Mais Margot avait regardé beaucoup de lives avant d'arriver, elle a adapté les codes et voilà, dès le deuxième direct, ça fonctionnait. On va le refaire sur la présidentielle, notamment avec les faces à BFM. Mathieu Croissando et Fabien Andrian-Arissoa ont commenté le dernier Face à BFM avec Marine Le Pen, avec la communauté sur Twitch. C'était très intéressant pour deux aspects. Ça nous a permis de remonter en plateau des questions ou des réactions de téléspectateurs qui habituellement n'auraient pas forcément regardé l'antenne. Et puis ça nous a permis de raconter comment on travaille. On a eu plein de questions sur les sources, nos liens avec les journalistes politiques, etc. Et à la fin du programme, Philippe Corbet, qui était face à Marine Le Pen, a rejoint ce stream sur Twitch pour répondre en direct aux questions très concrètes des internautes. Franchement, on a été agréablement surpris par le niveau de qualité des questions. Si vous demandez aux journalistes qui ont fait des Twitch ici sur BFM TV, ils sortent de là rincés. Parce qu'en fait, c'est une avalanche de questions extrêmement précises. Et est-ce qu'on peut imaginer une extension de l'interview plateau avec la personnalité politique? C'est ce qu'on a fait notamment après Olivier Est-ce que pour la Véran, présidentielle, pardon, est-ce que ça, c'est des choses oui, bien sûr, vous en parlez déjà avec les candidats? Absolument. Dans le package que vous leur offrez, ça, c'est des choses qu'on peut imaginer. Absolument, mais et pour aller au-delà, et ça a été le cas avec Olivier Véran après le Face à BFM, je crois qu'il a une émission spéciale qu'il a faite. Avec Aurélie. Et où derrière, on réutilise sur l'antenne de BFM et dans le format Twitch les moments qui sont différents et qui viennent enrichir l'antenne. Donc ça va dans les deux sens en fait. Je fais juste un peu de breaking news. Il se peut que nos journalistes réussissent à rester à Cabourg. Parce qu'on se débat quand même. Pardon, sur Twitch, Aurélie Carabin de l'AFP, en termes d'audience, vous séduisez combien de streamers pour ce type d'événement? Ça dépend du thème, ça dépend de l'heure de diffusion aussi du stream. Sur les soirées, c'est évidemment plusieurs dizaines de milliers de personnes qui se connectent. Ce matin, on a fait un stream avec Cédric Fesch après la matinale, puisqu'il était aux Eaux de Beauval, donc il a répondu aux questions des téléspectateurs. Avec les pandas. Avec les pandas, évidemment. Évidemment, à 9h, il y a moins de monde. Ce qui nous intéresse plus, c'est le volume de questions et ensuite la communauté qu'on arrive à fédérer. On a plusieurs dizaines de milliers de personnes qui sont abonnées à notre compte et qui reviennent régulièrement. Et ensuite, on le joue en replay, des extraits à l'antenne, mais aussi évidemment sur le site et l'application. Le micro. Oui, j'ai cru comprendre que l'émission, les 6 émissions de Jean-Jacques Bourdin, ça se ferait pas avec tous les candidats, et avec certains d'entre eux. Vous confirmez, donc ce sera un choix que vous ferez parmi les candidats. D'accord. Oui. Combien de candidats? On est parti sur à peu près 5 émissions, je pense 5-6, mais on n'a pas limité le nombre exactement. On ne connaît pas d'abord, on connaît pas les candidats. Qui va sortir déjà, est-ce qu'il y a une primaire ou pas à droite, combien ils seront, enfin voilà, on va un peu laisser décanter. Mais pour répondre à votre question et la polémique que ça peut engendrer, oui, pas les... il y en avait 11 la dernière fois, candidats en 2000... dans la configuration des 11 de 2017, on tous ensemble comme on l'a fait la dernière fois. Les 11 avec Jean-Jacques. Ils auraient d'autres expositions, mais pas les 11 dans le même format. Et pour rappeler les règles de la présidentielle, on est tenu à l'équité jusqu'à 15 jours du scrutin. Donc en effet, voilà, il suffit de donner un temps important aux partis importants, aux candidats des partis importants et moins importants aux autres. Tout ça est réglementé. Et c'est sur les 15 derniers jours où là, on doit être dans une règle d'égalité absolue. Bonjour. Vous m'entendez?
J'avais une question concernant les titres, Christophe Gazano, Pure Média. Une question concernant les titres de certaines de vos émissions. Je pense par exemple à Calvi 3D, à Polo News et à 22h Max. C'est ma grande spécialité. Comment on sont pensés ces titres d'émissions Ils sont bien pensés. Est-ce que vous ne trouvez pas que ça dénote un peu avec l'image de sérieux que vous souhaitez renvoyer dans l'esprit du public? Pour répondre plus sérieusement, c'était une volonté au départ quand je suis arrivé en discussion et en accord avec Hervé de donner un signal fort, trop fort la première année avec le Tonight Bruce Info, mais qui était une volonté de dire quelque chose, de remarquer, etc. Objectivement, je pense que c'était trop loin et ça pouvait, et d'ailleurs dans la forme aussi du plateau, donner un signal qui n'était pas le bon. Il me semble que, et pour Calvi 3D, et pour Polo News, et dans la forme du plateau, sur lequel on a beaucoup travaillé cet été, ça correspond à ce qu'on veut faire et je ne pense pas que ça vienne abîmer la marque, bien au contraire, ça vient l'enrichir. Oui, Calvi 3D, c'est pas non plus délirant. Voilà, Mais beaucoup de questions sur Tonight Bruce. Finalement, une émission qui a marqué. Ouais. La musique de boîte de nuit au début et tout était un peu pas trop adaptée, mais bon, c'est en franchissant des lignes qu'on sait où est la limite. Hein. Non, François? Moi, j'ai une petite question pour M. Béraud. Tout à l'heure, vous parliez de vos audiences records depuis la création de la chaîne. Ouais. Est-ce que vos bénéfices aussi sont records? Non. Bénéfices financiers, parce que BFM est la seule chaîne rentable dans le paysage des chaînes d'information continue. Ouais. Ce qui est un... on va pas trancher sur les bénéfices records ou pas. En tout cas, BFM TV continue de gagner de l'argent et tant mieux. C'est important pour BFM TV quand vous avez vu tous les gens qui sont passés autour de ce plateau. Vous avez vu tout ce dont on a parlé, notamment évidemment d'être aujourd'hui en Afghanistan, de pouvoir faire tous les mois des 52 minutes, enfin voilà, et des séries, enfin tout ça, ça nécessite du monde, beaucoup de monde. Donc il est important pour cela et pour continuer d'avancer, de gagner de l'argent. Donc BFM TV continue d'être rentable. Et le fait que BFM TV soit toujours après 16 ans d'existence pour BFM TV est rentable depuis 10 ans maintenant, depuis 2011. Et le fait qu'en 2022, bientôt, BFM TV soit parmi les 3 chaînes privées, la seule à être toujours rentable, les 2 autres chaînes n'ayant jamais gagné de l'argent depuis leur création, ça continue de poser une question sur le nombre de chaînes d'infos dans notre pays. Mais pour être plus média que tout à l'heure sur les... voilà, c'est bien parce que la grille est composée de façon équilibrée, performante, et notamment sur les cibles, que quand on fait venir Yves Calvi ou Natacha Polony, on rendait compte, on est plus qu'équilibré, on est au même taux de rentabilité. Donc la puissance de l'année dernière nous permet la grille de cette année. Voilà, pour être clair. Oui, bien sûr. Pardon? C'était pas si cher. J'ai pas compris. Ils sont pas si chers, Yves Calvi et Polony? Demandez-leur. Le juste prix. Le juste prix, ça non, mais ce que Marc-Olivier dit est très juste. C'est le record d'audience de la saison dernière qui permet de continuer à aller recruter des gens importants, intéressants, à faire plus de 52 minutes, plus de séries, d'être plus fort sur le digital et de parallèlement dans le groupe de développer les chaînes locales. C'est comme ça que ça marche. Après, il y a une chose importante qu'on peut dire, c'est que BFM TV a traversé cette crise comme l'ensemble des entreprises. Il y a quand même une crise du Covid. Bien sûr, il y a donc eu un moment où la manne publicitaire n'était évidemment pas la même. Mais heureusement, cette chose-là s'est bien rétablie. Mais dans notre boulot, indépendamment de l'antenne, et c'est ce qui rend les choses intéressantes, et c'est donner les moyens aux journalistes de travailler. Et il y a tout un aspect de notre boulot financier qui fait que oui, on rend des comptes avec un actionnaire pour le coup qui nous a permis de traverser la crise de façon confortable, c'est pas le mot, de façon sans se poser trop de façon apaisée, sans réduire nos moyens, mais avec l'ambition l'année prochaine de rester dans un budget conforme au précédent. Et pour ça, ça passe par la performance d'audience de l'année dernière.
Et donc sans donner des chiffres précis de salaire, mais avant d'aller sur le marché du mercato, on s'est assuré de nos performances commerciales, et notamment avec la régie, de ce qu'elle pouvait générer, de façon à pouvoir être dans un budget conforme à ce qui nous a été demandé de faire. Et sinon, ils vous ont coûté combien, Polony et Calvi? Le juste prix, comme dit Céline. « 16h, presque pile. » On lance le flash. Voilà, comme au bon vieux temps. Je fais les courses comme au tout début. Merci à vous, on va aller boire un verre de l'autre côté. Je passe un coup de fil. Donc ils peuvent rester.